certaines fonctions dans les transistors, un interrupteur commandé. C'est-à-dire, je vais bloquer l'une des deux diodes, les deux, etc. Donc, mais ce qu'apporte le transistor, c'est l'amplification d'un signal. Un signal, c'est-à-dire, ça peut être un courant, une tension ou le produit des deux qui est une puissance. Ensuite, donc, pour faire fonctionner ce transistor, comme vous le voyez, elles sont montées l'une à l'envers ou à l'inverse de l'autre. Donc, il faut les deux soient en polarisation inverse l'une par rapport à l'autre. C'est-à-dire, si l'une est directe, l'autre est inverse, pour avoir une amplification. Sinon, si j'ai les deux en direct, je suis en saturation. On va voir juste un truc à propos de la saturation juste après. Et bloqué, comme son nom l'indique, rien ne passe, c'est-à-dire c'est comme si je vais résumer le fonctionnement du transistor à une certaine diode un peu évoluée. Voilà, donc il y a ça. Voilà, c'est les fonctionnements. On a les trois modes. Le mode bloqué, c'est le plus intéressant, comme j'ai dit, dans le transistor, le fonctionnement le plus intéressant, c'est l'amplification. De manière générale, une modulation d'un signal. Donc, ici, le petit schéma, là, donc, vaut mieux le retenir et il est intuitif. Et puis, il n'y a pas des choses compliquées, c'est-à-dire que j'ai la tension VBC, elle est là, VBE, VCE aussi, la tension là, vous remarquez que j'ai le plus, c'est sur la base. Ici, si je suis en mode saturation, c'est-à-dire que j'ai le VBE, j'ai à la tension l'équivalent de seuil, la tension seuil, c'est pour une diode, dans le cas du silicium, et à la saturation, IC égale IC sat, c'est-à-dire le courant du collecteur en saturation, mais ça ne suit plus la loi bêta IB, c'est-à-dire le IB, il peut bouger, mais le IC, comme on va le voir au deuxième exercice d'aujourd'hui, le IC, il va être plat, puisque c'est la saturation. Ça veut dire quoi physiquement? Ça veut dire que le canal CE, via la base, il va laisser tout passer. C'est-à-dire que la base, si on la simule ou on la modélise ou je sais pas, on le fait un schéma avec les mains comme une sorte d'électrovanne, là, elle est complètement ouverte et elle laisse passer les porteurs de charge. Sauf que ce canal, CE via B, il ne va pas laisser passer, c'est-à-dire un porteur de charge physiquement, il va passer la jonction je sais pas, PN par exemple et NP. Mais sauf que ce canal, et il ne va pas laisser passer plus qu'il ne peut supporter. C'est-à-dire qu'il va arriver à un moment où c'est la saturation. C'est-à-dire, il y a, entre guillemets, ce n'est pas vraiment ça, mais il n'y a plus de place par unité de temps et par section traversée, ici, par unité de surface traversée, il n'y a plus de place pour d'autres porteurs de charge. C'est-à-dire que le IB, qui est le modulateur ici, qui est l'électrovanne, il peut varier comme il veut, mais ça ne dépassera jamais la saturation. Donc, l'autre mode ou l'autre cas extrême, c'est-à-dire à l'opposé, c'est l'électrovanne ou l'interrupteur est complètement fermé, le B, c'est-à-dire plus rien qui passe, je suis en dessous du seuil et IB égale IC égale 0. C'est évident puisqu'il n'y a rien qui passe. L'autre cas qui est actif et linéaire, c'est parce que j'ai IC égale bêta IB, mais ça c'est, comme je disais, le cas intéressant pour un transistor où on peut faire moduler ici le passage dans ce canal-là via VBE et via VCE aussi. Donc, tant qu'on est en dessous de la saturation,
IC va suivre cette loi, c'est bêta IB. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger IB, IC, si on fait bouger IB et inversement. Et VC, E, doit être supérieur ou au-delà de la saturation. Sinon, ben, on revient à la saturation ici. Donc ça, c'est les trois modes célèbres ou réputés du fonctionnement d'un transistor. Ici, c'est l'exemple NPN. Hein, c'est pas, il n'y a pas 36 modes de fonctionnement d'un transistor. Donc, on a les montages ou les trois types de montage. Comme on a dit, c'est un amplificateur, enfin le mode de fonctionnement préférentiel d'un transistor, c'est l'amplification. Et comme on a trois paramètres physiques ou trois signaux physiques, c'est la tension, le courant et le produit des deux, c'est la puissance. Donc là, je peux faire un montage en base commune, c'est-à-dire entre l'entrée et la sortie, c'est la base qui est commune. Donc là, je suis en amplification de tension. Si j'ai l'émetteur qui est commun ici entre la base, l'émetteur est commun aux tensions d'entrée et de sortie. Ici, c'est entre la base et le collecteur. Et ici, le collecteur est commun, toujours entre la base et l'émetteur. Donc là, je suis en amplification de puissance. Et ici, je suis en amplification de courant. Donc ça, c'est trois aussi schémas à vraiment à retenir, à reprendre calmement et pour fixer le mode de fonctionnement et apprendre par cœur le mode de fonctionnement d'un transistor et on fera dans les exercices de cette idée d'application. Vraiment, c'est de l'application directe du cours. C'est toujours intéressant de mettre des chiffres sur des grandeurs physiques pour avoir un peu une idée des valeurs et des ordres de grandeur qui sont mis en jeu, c'est-à-dire on n'est pas à manipuler des valeurs gigantesques en courant ou des valeurs vraiment extrêmes. Donc, le théorème de Thévenin, je ferai un petit rappel quand on aura fini le premier exercice. Donc, on va passer au premier exercice à émetteur commun en polarisation. Très bien. Est-ce que vous voyez l'écran changer? Est-ce que l'écran il change pour vous? Oui, il change. Ok, très bien. Donc, on va faire le premier exercice. On est en émetteur commun, comme c'est mis dans le schéma de l'énoncé. Donc, ici, l'émetteur, c'est celui-là. Donc, VCC, elle est estimée ou mesurée relevée aux bornes de la résistance B, ici, et la masse. Et la tension aux bornes de RL et le transistor ici, ou l'émetteur, c'est entre cette borne et l'émetteur qui est à la masse, c'est-à-dire qui est commun, c'est-à-dire je peux tirer un fil entre là et là et là et là. Alors la première question, ben, on nous dit d'estimer RB. Donc, ici, on nous donne bêta. Bêta, c'est IC égale bêta IB, c'est-à-dire si j'ai une tension plutôt si j'ai un courant en IB, ben, je peux faire IC, je peux le transformer en IC et inversement.
Trial version. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, ce qui va revenir très souvent, enfin tout le temps, c'est on va utiliser la loi des mailles. On va redessiner pour... Trial version. C'est moi ou c'est quelqu'un qui a son micro ouvert ou je ne sais pas quoi et qui me balance ici de l'audio sur... Voilà. Est-ce que vous pouvez couper tous vos micros, s'il vous plaît? Donc, je disais que ce qui revient souvent, tout le temps, c'est la loi des mailles. Donc là, c'est juste, il n'y a pas, autre chose. Hein, c'est l'astuce, il n'y en a pas 50. C'est ici, j'ai besoin de RB, je vais utiliser la maille où il y a RB, aussi simple que ça. J'utilise cette maille-là, j'ai VCC moins RBIB moins VBE entre la base et l'émetteur. La tension est ici et est égale à 0. Dans l'énoncé, j'ai bêta, donc je peux passer de IC à IB, donc ou IB à IC. Ici, dans la loi des mailles, j'ai IB, et on me dit que c'est pour avoir un IL. IL, le courant qui passe par IL, ce n'est autre que le courant collecteur, IC, ou du collecteur, ou qui passe dans le collecteur. Donc, je passe de IB via bêta à IC, tout simplement. Et la suite, elle est comme d'habitude. J'isole RB et j'isole RB et j'ai de quoi faire mon application numérique. Donc là, j'ai 11,3 kOhms dans cette configuration-là, dans cette condition de départ. Est-ce que vous avez recopié? Je peux passer à la suite? Non, pas du tout. OK. Vous me dites hein, quand vous avez fini, comme ça, on ne reste pas à attendre. C'est bon, je peux passer à la suite? C'est bon pour moi. Je pense que c'est bon. OK. Donc, on nous dit, si on fait varier RB, alors IB varie, ce qui est normal, puisque c'est U égale RI. Via IC égale bêta IB, IC varie aussi. Quelle est la valeur maximale que peut prendre IC? Alors, quand on parle de valeur maximale d'un courant, ça correspond à la valeur minimale de la résistance, tout simplement. Ça, c'est juste une remarque, on en avait parlé la dernière fois. Donc, le IC, c'est la loi d'Ohm, tout simple, c'est VCC sur RC. Et j'obtiens
200 milliampères. Le transistor est saturé lorsque IC atteint la valeur 200 milli, c'est-à-dire celle de la saturation, milliampères. C'est le courant maximal. On avait dit que quelle est la valeur maximale que peut prendre IC. On a dit que le schéma entre plusieurs guillemets, ce canal dans lequel passe le courant IC, ben, il ne va pas pouvoir laisser passer plus que ce qu'il peut. C'est modulé par unité de temps et par unité de surface. C'est des densités de courant vraiment, en réalité. Donc, on nous demande de recalculer la résistance RB dans ce cas. Donc, on est dans le cas de saturation. Donc, IB, saturation, ben, c'est toujours, à la limite, ça suit cette loi. Et IB, saturation, la même chose, ben, soit directement, on appelle ça loi d'Ohm ou loi d'Ebay, et on récupère la relation de IB. J'isole RB, ici où je permute directement RB et IB, SAT, et j'évalue cette fois-ci la résistance dans la saturation. C'est la moitié de sa valeur initiale. C'est ce qu'on avait calculé. On avait calculé au début, la première question, 11,3, voilà. Et dans la saturation, c'est-à-dire pour laisser passer le maximum de courant, ben, RB doit baisser. Donc, si je peux aussi estimer IB saturation, puisque c'est IC saturation sur bêta, tout court. Pour une valeur de RB, comme on a dit, qu'on avait fait dans la question, on nous dit si l'on fait varier RB, de telle sorte à avoir IC max. Donc, je passe à la suite. C'est bon? De la question. Donc, vous dites rien, c'est que c'est possible de passer à la suite. Donc, RB à la saturation ou de la saturation ou qui favorise la saturation, si vous voulez, ou qui peu importe le terme qu'on utilise, c'est 5,65 kΩ. Pour saturer le transistor, il faut que IB soit supérieur à cette valeur de saturation que est évaluée à 2 milliampères. Puisque le courant IC saturation, on a vu que c'était 200 milliampères. Donc, RB est inférieur à la résistance de saturation. Et ce qu'on disait au début de la question, ben, c'est cette phrase-là que vous en aurez besoin, pas souvent, mais plusieurs fois, on va dire. Vous pouvez la recycler telle qu'elle. Et la négation de cette phrase-là, même mon symbole, c'est RB diminue, les courants augmentent, ce qui est logique, et physiquement logique, ça tient la route. Et la négation est vrai, RB monte, ben, les courants baissent. Et lorsque RB est inférieur à 5,5 kΩ, c'est-à-dire la valeur de saturation, IB est supérieur à 2 milliampères. Mais le IC, parce qu'on est dans la saturation, IC ne va pas du tout changer parce que ça va être la saturation et il ne va pas aller au-delà de la valeur de saturation. C'est-à-dire, comme on a vu, c'est-à-dire le canal, et il ne pourra pas laisser passer plus qu'il ne peut. Donc, quelle que soit la valeur de IB, le IC, ça va être un plateau ou un signal plat, c'est-à-dire les 2 milliampères. Alors maintenant, on se met à un point de fonctionnement, c'est-à-dire dans
la caractéristique IC-VCE, c'est-à-dire un X qui vaut 6 volts et un Y, c'est 3,5 milliampères. On nous demande de recalculer dans ce point de fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un point de la caractéristique en fait, les résistances, la même chose, la loi des mailles, et après ce qui va changer, c'est que je vais mettre les nouvelles valeurs. VCE, c'est les 6 volts, et IC, c'est 3,6 milliampères. Donc, pour estimer RC, on va prendre l'autre maille, tout simplement. Là, on a pris la maille où il y a RB, on va prendre la maille où il y a RC, tout simplement, c'est-à-dire ORL. Elle est appelée la résistance de charge ici. Donc, RL, et on trouve RL 1,7 kilo. La question suivante, elle est... on a un point de fonctionnement, les 6 volts et 3, enfin je le fais directement. On a un point de fonctionnement 6 volts, 3,6. La droite d'attaque doit passer par, c'est-à-dire le IC en fonction de VCE. Si je veux vraiment la tracer rigoureusement, je peux. Sinon, pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points. C'est-à-dire que pour IC égale 0, ça c'est... IC égale 0, j'ai VCC égale VCE. Ici, c'est 12 volts. C'est ce qu'on nous donne. C'est-à-dire, je peux tracer directement la droite. Vous voyez que ici, IC et IB, dans la saturation, IC ne dépassera pas les 2 milliampères, les 200 milliampères, tout simplement, quelle que soit la valeur de IB au-delà de 2 milliampères. Ici, on a la droite, si je trace IC en fonction de IVCE, c'est la droite rouge qui est, ici, c'est la droite d'attaque. Donc, je vous laisse recopier ça et après, on passe à l'exercice suivant, à moins que vous ayez des questions sur cet exercice. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cet exercice-là, on va passer au deuxième, c'est polarisation par pont, c'est-à-dire la RB, elle est, et ici on n'a pas RB directement, mais elle est remplacée par ce pont R1, R2. Avant cet exercice, je vais juste reparler de théorème de Thevenin pour le petit rappel. Normalement, c'est voilà, le théorème de Thevenin, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, quel que soit le circuit que j'ai, ou la portion de circuit, ou
quelle que soit sa complication, avec je sais pas, des générateurs de courant ou des sources de courant de tension et des résistances placées comme elles sont. La tension, ce circuit, aux bornes de 2 points, ou ce circuit vu, si on peut le dire autrement, de 2 points qui m'intéressent, par exemple ici A et B, je peux le réduire ou le résumer, pas le réduire, mais plutôt le résumer, à une résistance globale, R Thévenin, et un générateur de tension V Thévenin ou E Thévenin. C'est-à-dire tout ça, je peux lui donner son équivalent. Alors comment on passe ici, c'est-à-dire que pratiquement c'est quoi? Tout ce circuit, par exemple celui de droite, si je mesure ici une tension, je vais trouver, c'est la tension, on appellera Thévenin. VAB, et la résistance, c'est la résistance équivalente de tout ce montage. Comment on trouve la résistance équivalente? C'est-à-dire si j'ai des sources de courant, ici j'ai une source de courant et une source de tension. Donc les sources de courant, je vais les représenter par un interrupteur ouvert, et les sources de tension, je vais les court-circuiter, c'est-à-dire les remplacer par un fil continu. Ce qui fait que, par exemple, dans cet exemple, la résistance 5 et 20 sont montées en parallèle, et ce bloc 5 parallèle à 20 est monté en série avec la 4. Voilà, et j'ai, dans ce cas, quand j'écris tout ça, j'ai trouvé la résistance équivalente qui est la résistance Thévenin. Ça c'est pour le petit rappel, et c'est ce qu'on va faire dans notre petit exercice là, polarisation par pont. Donc, parce qu'on a besoin de faire apparaître une source de tension autre, c'est-à-dire des deux côtés, une source collée au collecteur et une autre source collée à la base via des résistances RCR. Donc, si j'utilise le... Monsieur, oui, vous pouvez revenir 2 secondes au slide. Merci beaucoup. C'est l'énoncé, ça. Hein. Oui, je sais, je vais juste noter les valeurs. Merci beaucoup, c'est bon. Donc, alors, comment je vais faire? Il faut, entre guillemets, l'objectif, c'est quoi? Je vais revenir à un schéma standard de transistor. Il faut revenir à quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire une résistance sur la base avec un générateur et une résistance sur comment il s'appelle, sur le collecteur avec une source de tension, tout simplement. Et ici, on est en émetteur commun dans ce schéma-là, et dans le schéma de notre exercice-là, la même chose, on est en émetteur commun, parce que c'est la masse. Donc, comment on va faire? Il faut que cette résistance-là serait l'équivalent de la RB. Pour trouver, c'est-à-dire ce circuit-là, qui est là, R1, R2, VCC, il faut que je lui trouve l'équivalent, genre une seule résistance et une source de tension. L'outil qui me permet de faire ça, c'est Thévenin. Alors, on a vu que pour Thévenin, je reviens ici, les sources de tension, je les remplace par un fil. Et si je remplace VCC par un fil pour déterminer la résistance équivalente, R1 et R2 apparaîtront comme étant montés en parallèle, puisque le courant qui les traverse n'est pas le même, et les tensions aux bornes de R1 et R2 sont les mêmes, puisqu'elles sont reliées par le même fil ici, et les deux autres bornes sont reliées par le même fil aussi. Ce qui me donne que R1 et R2 sont montés en parallèle, et ce n'est autre que la résistance Thévenin, et par identification au montage de transistors, c'est RB, tout simplement. Et la tension, c'est un diviseur de tension. La tension Thévenin, c'est VBB,
c'est un point diviseur de tension. Donc, je peux remplacer le circuit que j'avais, ou le schéma que j'avais avant R1, R2 et VCC par le schéma équivalent. Ici, VBB c'est VTEVNA et RB c'est RTEVNA. Donc, je vous laisse recopier et après on continue. Pour le moment, on est dans les temps, il n'y a pas vraiment grande urgence, mais il ne faut pas qu'on traîne non plus. Oh. Bon. Donc, ensuite, on nous demande de donner les équations des droites d'attaque et de charge statique et les tracer sur les caractéristiques d'entrée et de sortie. En fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est trouver, on vous parle toujours droite d'attaque, c'est IB et IC. IB, c'est VBE et IC, c'est relié à VCE. Donc, IC, c'est VCE, IB, c'est VBE. Ici. Donc, on a déjà, via la loi des mailles, trouvé la relation avec IB. Et on a IC égale bêta IB, donc je peux basculer en IC, si vous voulez, ou utiliser une autre maille. Donc, si j'isole IB, le X, c'est VBE, donc je trouve une droite de type AX plus B, avec l'ordonnée à l'origine, c'est VBB sur RB, et une droite de pente moins 1 sur RB, tout simplement. Donc, vous avez besoin de 2 points VBB, c'est-à-dire un point pour VBE égale 0 et un point pour IB égale 0, et vous avez votre droite directement. Donc, on va faire exactement la même chose pour IC comme fonction de VCE. Bon, ça, c'est la loi des mailles. Comme je dis, je passe directement dessus. On trouve IC, c'est une droite de type AX plus B. Et soit je connais la pente, je le fais, je connais RC, soit j'ai besoin de 2 points. VCE égale 0, IC égale VCC sur RC. Et pour IC égale 0, VCE égale VCC.
Donc, évidemment, ici, la partie grisée, c'est la zone de saturation, mais c'est la zone ici de fonctionnement linéaire, c'est-à-dire on a une linéarité IC-VCE qui est valide ici. Et le point de fonctionnement, il croise, c'est cette droite-là ou cette portion-là qui croise. Donc, voilà. Donc là, c'est pas la dernière question, mais l'avant-dernière question. Sachant que sur un point de fonctionnement à IB, c'est 100 microampères et à VCE égale 6 volts. Donc, dans cette condition de fonctionnement, déterminer la valeur des autres paramètres d'entrée et de sortie et en déduire est-ce que la jonction base-collecteur, c'est-à-dire VBC, est-elle polarisée en inverse ou non, c'est-à-dire parler de son signe. Elle est positive, elle est polarisée directe, elle est négative, elle est polarisée en inverse. Et justifier, c'est le signe, tout simplement. Donc, on cherche VBE et IC. Donc, la loi d'émail, je sais que VBB, on l'avait déterminé, c'est la sortie d'un diviseur de tension alimenté par VCC et régulé par les résistances R1 et R2, moins VBE, moins RBIB. Donc, le IB, évidemment, je peux le transformer en IC si besoin. Toujours, il ne faut pas perdre ça de vue. Donc, j'ai VBE, c'est 0,6 volts. Donc, une fois sorti VBE, donc, je peux déduire aussi avec la loi d'émail ou la loi d'Ohm. Monsieur, vous pouvez revenir sur le slide. OK. Donc, la même chose pour IC, on va prendre la maille où il y a IC ou directement faire la différence de potentiel entre VCC et VCE et appliquer la loi d'Ohm. Pardon. Donc, j'ai ce qu'il faut pour faire évaluer IC. Donc, VBC, c'est VBE plus VEC. VEC, c'est moins VCE. Donc, c'est une valeur négative, donc elle est polarisée en inverse. La justification, c'est qu'elle est la tension ou la différence de potentiel base collecteur est négative. Si je compile toutes les caractéristiques, j'ai celle de sortie, puisque c'est IC-VCE, celle de transfert, de basculement IB-IC, et la caractéristique d'entrée, c'est sur la base, c'est IB-VBE. Donc, ici, vous voyez, c'est ce qu'on avait dit, par exemple, dans la saturation, ce qu'il faut retenir, c'est dans les ondes saturées, ici, par exemple, quel que soit IB à partir de la valeur de saturation, IC ne bouge plus. Donc ça, dans certains cas, si on veut faire une modulation de IC, c'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire qu'on peut jouer sur RB pour faire bouger IB, ça n'a pas d'intérêt ici. Donc, je vous laisse recopier ça et on passe à la dernière question. La dernière question, c'est vraiment une application numérique. Il faut calculer ou estimer les valeurs des gains. Alpha, c'est le gain collecteur-émetteur, donc en courant.
Et bêta, c'est le base collecteur. Et il y a une relation entre alpha et bêta qu'il faut IC égale bêta IB et IC égale alpha IE. Il y a une relation que vous avez vue dans le cours entre alpha et bêta qu'il faut retenir et il faut connaître par cœur. Bon, on voit une fois la démonstration dans sa vie, mais on n'est pas obligé de la refaire à chaque fois, ou la reprendre, ou la reproduire à chaque fois. C'est bon, je peux passer à la suite? Est-ce que vous avez fini de recopier? Je peux passer à la suite? Est-ce que je peux passer à la suite? Oui, allez-y, monsieur. Donc, les valeurs de alpha et bêta, comme je dis, c'est une application numérique des relations de cours qu'il faut retenir par cœur et dans le bon sens. On obtient que bêta, c'est 250 et le gain en courant en base commune, c'est alpha égale bêta. Sur bêta plus 1, c'est à peu près 99%. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus, à part que le signe de polarisation ou dépolarisation est important pour déduire ou deviner ou prévoir le fonctionnement d'une des branches ou des paires de branches, pour être plus précis, du transistor. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui? Non, moi ça va. Moi, ça va aussi, monsieur. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vous souhaite un agréable après-midi. Bon courage pour la suite.